Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif de ce podcast, vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé ? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs ? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites ? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Grace Merab, CEO et cofondatrice d'Outmind. Salut Grace. Salut Jérémy. Alors, chez Outmind, vous êtes le premier moteur de recherche interne complètement plug and play pour les entreprises. Avec Outmind, vous rassemblez les connaissances dispersées dans les différents outils des entreprises et vous faites gagner jusqu'à 4 heures par semaine aux collaborateurs. Sacrée promesse. Outmind est une start-up que tu as créée au sein de l'accélérateur de l'école Polytechnique avec ton cofondateur Arthur Caillot en septembre 2019. En 4 ans, vous avez fait 2 levées de fonds dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui une quinzaine de salariés, vous avez une centaine de clients en France, en Europe, comme par exemple le Crédit Agricole, CETEC ou KPMG. À titre personnel, tu es diplômé de droit et éco-gestion de l'Université Paris-Saclay, tu détiens un master de l'ESCP, tu as appris à coder au wagon, tu es également une ancienne vice-présidente de Start in Saclay, et pour finir, tu es membre de Sista et du Galion. Chère Grace, je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci. Est-ce que tu as des éléments à ajouter à cette présentation ? Non, pas beaucoup. Peut-être un tout petit point d'historique. Effectivement, Outmind, ça fait 4 ans. On essaye, grâce à des outils notamment d'IA, d'apporter la bonne information aux collaborateurs quand il en a besoin et de la meilleure des manières. Donc l'idée, c'est soit de pouvoir poser des questions en langage naturel, soit juste d'avoir une requête à la Google et auquel on va apporter la meilleure réponse. Et on se connecte en fait à tous les outils internes. Donc ça va être les fichiers, les emails, le CRM, les outils de conversation type Slack ou Teams encore en interne. Et effectivement, l'idée, c'est de faire gagner du temps. Par exemple, on va avoir, si je donne un cas de figure où on sait qu'on a un impact qui est assez dingue, c'est des bureaux d'études qui travaillent sur des grands projets d'infrastructure et qui peuvent livrer leurs projets, livrer des gares, livrer des nouvelles lignes de train ou de métro en temps et en heure grâce à nous parce qu'ils retrouvent de l'information projet qui a peut-être 10 ans d'ancienneté, parce que c'est des projets tellement longs et conséquents que ça prend énormément de temps. Il n'y a plus de mémoire humaine. Donc, en fait, on les aide à bien faire les choses, à éviter des pénalités. Voilà. Et donc, au quotidien, l'idée, c'est d'accompagner un maximum de gens à mieux travailler. Moi, ce qui me passionne, c'est de me dire qu'on rend un peu plus simple ce qu'on fait l'essentiel du temps éveillé, à savoir le travail. Et effectivement, c'est 4 heures par semaine, c'est pour ceux qui galèrent le plus. Attends, mais c'est un minimum. Moi, je vois que je passe des heures à retrouver les bons dossiers. Ouais, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un temps qu'on a du mal à évaluer soi-même. McKinsey a fait des études sur le sujet et on passe près de 8 heures par semaine à chercher de l'information ou à la réutiliser dans le cadre de son travail. Et c'est d'autant plus vrai pour ce qu'on appelle les knowledge workers, donc ceux dont la matière de travail, en fait, c'est la connaissance. Ok. Et il exploite mal. Ça veut dire quoi ? C'est quel type de profil ? Ça va être... en fait, c'est toi et moi. Bien. Déjà, c'est toi et moi. Et ensuite, ça peut être des consultants, ça peut être des chefs de projet, ça peut être des commerciaux. En fait, c'est tous ceux qui manipulent pas des objets physiques, mais manipulent de l'information. Okay. Et ça, je ne saurais plus te dire exactement le chiffre, mais je crois que c'est plus d'1 milliard d'individus. Ok, donc c'est quand même un marché assez grand. Ouais. Alors, c'est vachement marrant parce que moi, dans les informations que j'ai eues sur Outmind et sur la présentation que j'ai faite, je n'ai pas parlé d'IA. Ouais. Je n'ai pas parlé d'IA, mais parce que je n'ai pas trouvé d'éléments de langage sur l'IA quand je suis allé sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait, tout le monde parle d'IA aujourd'hui. C'est vrai.
à toutes les sauces parce que c'est à la mode. Tout le monde fait des choses qui sont liées à l'IA, mais en fait, on s'en fout, d'une certaine façon, si je peux me permettre. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on arrive à débloquer comme situation pour nos utilisateurs. Ah ouais, c'est quoi votre promesse ? C'est pas comment, en fait. Et c'est vrai que... alors, si je reviens un tout petit peu en arrière, on s'est lancé sur ce sujet avec Arthur, avant tout parce qu'on avait une vision où on voulait devenir le premier point d'accès à l'information pour le collaborateur, parce qu'on trouvait que ce n'était pas assez efficace aujourd'hui. Et c'est arrivé un petit peu après le fait de se dire, OK, mais pour le faire bien, il y a l'indexation, donc c'est comment fonctionnent derrière tous les moteurs de recherche. En fait, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'avoir une base de données classique, on va avoir une base de données dédiée à la récupération d'informations au retrieval. Et donc, elle est optimisée pour ça. Et ça va super vite. C'est ce qui fait que quand on fait une recherche dans tout Google, ça va extrêmement vite. Donc ça, c'est une technologie, évidemment, qu'on utilise. Et que vous avez développé chez vous, alors, qui est propriétaire. On a repris des éléments open source qui sont développés depuis plus de 10 ans par plus de 10 000 développeurs et qu'on a améliorés. Parce qu'on n'avait pas vocation à recréer complètement un moteur de recherche. Par contre, on a effectivement travaillé sur plein de petites briques qui font qu'aujourd'hui, on a une plateforme, une solution complète. Il y a les connecteurs, il y a la prise en compte des permissions, il y a l'indexation de documents textuels qui sont initialement au format image et qu'on va réussir à comprendre. Il y a le fait de, mettre dans une même logique de pertinence des documents qui sont complètement variés. Et quand je dis documents, ça peut être des emails, ça peut être une carte dans un outil de gestion de projet. Ah ouais. Donc en fait, c'est du non structuré, très variable. Donc ça, c'est beaucoup de travail aussi, à la fois pour essayer de comparer les contenus entre eux, mais aussi pour présenter correctement la meilleure information et, réussir à les comparer quelque part entre eux. C'est marrant, quand j'ai parlé de vous, une question qui est venue, c'est... mais attends, mais du coup, comment ils font ? Est-ce qu'ils font travailler les équipes sur le naming des documents ? Et je fais, non. Non, c'est ça qui est bien. C'est parce que... Alors, en fait... C'est pour ça qu'on a embarqué des technologies d'IA et en particulier de NLP, donc de compréhension du langage naturel. L'objectif, c'est de comprendre des champs sémantiques qui sont plus larges que le nom en question. Parce que, et ça, c'est un vrai problème en entreprise, c'est qu'on a différentes façons de nommer un même élément. Juste d'une personne à une autre, d'une équipe à une autre. Alors, tu imagines bien que sur toute une entreprise, c'est compliqué. Et c'est là où la technologie, pareil, répond à un problème. Tu vois, peut-être que tu vas appeler NDA ou accord de non-confidentialité ou non-disclosure agreement un même document. Et nous, il faut bien qu'on comprenne pour l'afficher à l'utilisateur. Donc, effectivement, c'est là où on embarque ce type de technologie. Et en ce moment, il y a une hype autour de l'IA générative. Elle n'est pas là pour rien. Il y a plein de bénéfices. Et on l'a embarqué il y a quelques mois dans le produit. Et on continue de s'améliorer sur cette partie parce qu'on veut essayer d'amener à la fois... la meilleure information via le search, mais aussi de créer des réponses qui vont se construire à partir des meilleurs documents. Et là, c'est une techno qui permet de le faire. C'est de faire des résumés, de construire des réponses très précises sur, j'en sais rien, une clause sur un contrat de 200 pages. Bon, tu n'as peut-être pas envie de lire les 200 pages, mais tu as envie d'avoir la substantifique moelle sur ta question. Ah, c'est canon. Donc, pour vous, c'est une vraie opportunité, ce qui se passe sur l'IA. Ouais, c'est... Ok. Ça vous a fait peur ? Non, ça ne nous a pas fait tellement peur. On est beaucoup challengés sur cette partie. C'est à la fois une opportunité et, si on n'est pas capable de s'adapter assez vite, une menace. Donc, ça pousse tous les acteurs à être très réactifs face au marché. Nous, on a fait une très belle fin d'année 2023. Et c'est entre autres grâce à l'essor de ce sujet auprès des directions, des COMEX qui veulent s'investir sur la thématique parce qu'ils veulent apporter des gains de productivité grâce à ces technologies à leurs équipes. On a fait presque 50% de croissance juste sur le dernier quarter. Donc, Ah ouais, c'est dingo. Ouais. C'est dingo. Alors, j'adorerais... j'ai très, très envie de continuer cette conversation. Et je me dis, OK, on a un podcast sur la levée de fonds, mais viens, on change le format. Non. Mais on va pas le faire. Hein. J'ai une promesse que je vous ai faite à vous, auditeurs, de faire Let's Find Out, un podcast sur la levée de fonds. On reprendra rendez-vous chez Agresse pour continuer cette conversation, en savoir beaucoup plus sur ta boîte. Mais on va quand même, malgré tout, en filigrane, en parler.
Maintenant, vous savez ce qu'est Outmind et vous pouvez aller chercher par vous-même sur les réseaux ce qu'ils font, aller sur le site, aller découvrir un peu. C'est exceptionnel, cette technologie que vous êtes en train de développer. Et si vous avez une entreprise, allez-y. Je pense que vous pouvez trouver Grace sur LinkedIn, entre autres. Elle sera ravie d'échanger avec vous. Absolument. Bon, alors, Shoutmind, ça a été 2 levées de fonds qui vous permettent d'être là où vous êtes aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux, avec moi, en refaire la chronologie et me dire pourquoi tu as levé à chaque fois ? Oui. Alors, nous, on a un produit qui demande un certain nombre d'investissements, surtout technologiques, et qui demandait en fait d'arriver à un très bon niveau de maturité produit avant de réussir à bien le vendre. Si tu veux, on avait, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, on voulait aller très vite. Tu fais des maquettes, tu commences à en parler, à le vendre, et ensuite, tu construis le produit en cours de route. La réalité, c'est que sur un moteur de recherche, ça fonctionne pas comme ça, parce que le jour où tu déploies chez le client, il faut déjà que ce soit mieux que le moteur de recherche natif dans leurs outils. Et donc ça nous a quand même mis un niveau d'exigence qui est très élevé. Et on a mis à peu près 2 ans de vrai travail sur le produit avant d'avoir quelque chose qui, je pense, réponde complètement aux attentes de nos premiers clients. Donc, on a eu une phase de bêta, on a eu une phase où on a déployé auprès de beaucoup d'entreprises, auprès de quelques petites équipes pour tester, etc. Donc, on n'a pas attendu 2 ans les bras croisés, mais effectivement, il y a eu du temps avant d'avoir quelque chose de suffisamment solide. Et pour faire ça, il nous fallait des ressources. Donc, on a levé en précis une première fois dès qu'on a touché un product market fit. En tout cas, quand je dis toucher un product market fit, c'est qu'on avait signé 4 clients. Sur une même thématique. Au début, on s'était concentré sur le sujet des sociétés de conseil, parce que c'est des structures où on crée beaucoup de documents, de slides, etc. Un peu à répétition, et on capitalise assez mal. Donc, on a commencé par ça, et donc là, ça permettait de voir qu'il y avait quelque chose. C'était des clients payants, même si on ne parlait pas vraiment de recurring revenue, revenu récurrent. Donc, ça permettait de montrer qu'il y avait quelque chose. Et effectivement, on a réussi à lever le premier tour comme ça. Et le second tour a suivi une période où on a réussi à générer un peu de croissance. Donc, pour le coup, à arriver sur du revenu récurrent à plus de 5 chiffres en mensuel. Et on sentait qu'on arrivait à quelque chose où on avait quasiment trouvé justement ce fameux product market fit, qu'il nous fallait encore un peu plus d'efforts. C'est un peu ça la logique du site, je pense. Donc la série A, pour moi, c'est plutôt celle où on a validé complètement le product market fit. On essaye d'aller sur de la croissance beaucoup plus rapide. Là, on était en train d'y arriver. Il nous manquait encore quelques étapes. Donc voilà, un petit peu les 2 moments. Ok, très clair, très clair. Et du coup, c'est quoi les invests que tu allais chercher à chaque fois ? Alors, sur le premier tour, ça s'est fait assez vite, honnêtement. On a eu un premier investisseur qui était à mi-chemin entre le business angel et le fonds, qui était Sharpstone. Germain Gachet, s'il nous écoute, qui a très vite bien accroché au sujet. Pour l'anecdote, juste après leur commit, on a eu le Covid. Oh là. Waouh. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en pause la levée. Parce qu'on sentait bien que à la fois les investisseurs et nos clients étaient pendant à peu près 1 mois en stand-by. Complet. Attends, mais rappelle-toi, on ne savait pas où on allait. Ah ouais. On pensait que le monde était fini, quoi. C'était assez dingue, ouais. Donc voilà, c'était mars 2020. On s'est tous mis en remote. Ça, on était dans une série américaine. C'était... C'est un truc dingue. Je pense qu'on s'en rappellera longtemps. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on a à peu près tous vécu la même chose au même moment, ce qui quand même marque des générations, je pense. Donc là, vous mettez... Donc on a mis la levée en pause. La levée en pause. Le luxe qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'on dépensait très peu d'argent. On était encore une toute petite équipe. On devait être 4-5. Et encore, dans les 4-5, on ne payait personne en CDI. Et nous, on ne se payait pas non plus, évidemment. Normal. On a vu au bout d'1 mois environ que ça se relançait, c'est-à-dire qu'au moins côté client,
commençait à déployer. Ça, voilà, ils se disaient justement, on est en plein confinement, il faut que les gens continuent de travailler. Ils ont d'autant plus besoin d'accéder facilement à leurs données. Ouais. Voilà. Donc ça, on a un peu continué et puis ça a repris derrière. On a eu un deuxième fonds qui est arrivé. Lui, il est arrivé en entrant. Encore une fois, pour l'anecdote, on a failli ne pas du tout les prendre parce qu'ils avaient un focus plutôt à impact. Et donc, je pensais qu'on n'était pas dans leur thèse. Mais il se trouve qu'ils ont adoré le sujet et ils voyaient quand même l'impact au sens de déjà mettre un peu tout le monde sur un même pied d'égalité vis-à-vis de la tech en entreprise. Parce que ça permet très facilement d'accéder à l'information alors qu'on ne maîtrise pas les outils internes. Et évidemment, l'impact en termes de productivité classique. Et derrière, on a eu quelques business angels qui étaient plus ou moins autour de nous, qui sont rentrés. Donc si je refais la chronologie, février 2020, j'ai le premier commit. On arrête tout en mars. On reprend en avril. Fin avril, parce que je crois que c'était fin avril, début mai, la reprise. Qu'on a été déconfiné. Exactement. Donc fin avril, début mai, on reprend. Et on close tout, validation officielle en juillet. Donc c'est assez rapide, surtout sur cette période d'incertitude à l'époque. C'est ça. Finalement, assez rapide. Vous avez levé combien ? Sur ce premier tour, 500 000. 500 000, ok. Ouais. Et en fait, je ne sais pas si tu nous demandais sur la deuxième levée si on avait des profils un peu différents. Oui, c'est ça. Et la deuxième, c'était des types similaires, encore des business angels, plutôt des VC ? Là, on a eu un mélange de VC et de business angel. Je pourrais raconter un petit peu les étapes aussi par lesquelles on est passé. Je ne sais pas s'il y a des questions précises par rapport à ça, si tu veux creuser. Mais si je la fais rapide, ça nous a pris 6 mois. Je suis passée par plusieurs étapes. Par l'étape où je pensais qu'on allait avoir tout le tour qui serait pris par un fonds. Et en fait, ça ne se fait pas. Et puis peut-être par un autre qui me dit en dernière minute, en fait, on va baisser la valo d'1 million si ça ne vous dérange pas. Pardon. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez perturbant parce que je ne peux pas citer le fond évidemment, mais on avait discuté peut-être 2-3 mois. Ils ont rencontré l'équipe, les clients, testé le produit. Tous les allers-retours avaient été faits. Ils avaient parlé aussi à quelques investisseurs qui allaient suivre. Et effectivement, au dernier moment, ils nous disent le marché commence un peu à se retourner. C'était 2022, crise en Ukraine, inflation qui commence à monter, etc. Et ouais, ils nous disent ça. Un peu de but en blanc, on y va si vous voulez bien baisser d'1 million la valo. Comment dire que moi, je l'ai pas très bien pris. Disons que, en fait, je l'ai surtout perçu comme un élément qui me détruisait la confiance pour la suite. Bah oui. Parce que tu peux pas discuter pendant 3 mois sur des bases qui étaient établies et au dernier moment changer le contexte du truc. Donc, on a décidé de ne pas y aller avec eux. Et à ce moment-là, c'était de la négo pure, c'était juste pour... Je ne sais pas si c'était de la négo pure ou si c'était un no-go si on n'y allait pas. Mais en tout cas, c'était pas acceptable. Et je ne suis pas rentrée vraiment dans la négo à ce moment-là. Je me suis dit, c'est pas grave, on continue pas. S'ils se comportent comme ça, je vais pas les avoir autour de la table. Malheureusement. Ouais. Et là, j'en ai rediscuté avec l'un de nos angels qui était déjà présent, qui était Dimitri de Tiller Systems, et qui m'a dit, mais en fait, là, tu cherches un tour à moins de 2 millions, tu peux le faire en angel. Tu peux le faire avec des individuels, etc. Et je lui dis, bah ouais, mais quand même, comment je le fais faut un petit peu de monde, je connais pas tout le monde. Ouais, 2 millions, il faut quand même mettre des sacrés tickets ou beaucoup de gens autour de la table. C'est ça. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, j'en parle sur un réseau WhatsApp, je sais pas quoi, avec d'autres angels. Et en fait, dedans, j'avais un autre BA existant également. Je crois que c'était, je sais pas si c'était Axel ou Hugo Manoukian, parce qu'on a les deux, mais qui avait dit, bah ouais, j'y suis aussi, c'est top. Et en fait, dans la semaine, j'ai reçu 7-8 intros dans la foulée, tu vois. Je crois que... Ouais, en fait, soit les 7 sur 8 ont avancé, soit un truc comme ça. Je n'ai plus le chiffre exact, mais en gros, j'ai fait à chaque fois une visio avec chacun. Et au final, tout le monde voulait y aller.
Et c'est ce qui a permis de closer la levée. Ah, génial. Ouais. Donc, tu as eu essentiellement les entrepreneurs autour de la table, en fait, à la Ouais. fin. En fait, j'ai quelques microfonds, tu vois, que je salue comme Super Capital, Ouais. comme Win Equity, comme Myrtus. Mhm. Mais sinon, effectivement, j'ai surtout des entrepreneurs. C'est canon. Et Ouais. donc, du coup, ils t'apportent plus que de l'argent. On les adore. Ah ouais? On les adore. Bah oui, bien sûr. C'est déjà quand on a besoin de conseils sur un sujet hyper précis, sur du recrutement, sur du go-to-market ou que sais-je, en fait, ils sont là. Il y en a certains avec lesquels on a beaucoup plus travaillé que d'autres. Par exemple, on a 2 personnes qui sont opérationnelles sales chez MyTraffic, Scale Up MyTraffic, qui fait de l'analyse de points de vente. Donc le VP Sales et l'ancien Head of Country UK qui ont investi. Et les deux passent avec nous 3 heures toutes les 2 semaines Ah ouais. sur un format commando C'est pour canon. nous aider sur les aspects commerciaux. Ouais, donc ça, c'est Ouais. ça a une valeur de fou. Ouais, Presque c'est canon. plus, au moins autant que l'argent qu'ils ont mis, quoi. Oui, je suis totalement, absolument d'accord. Trop bien. Et on en a quelques autres comme ça qui sont assez présents. Par exemple, j'ai Nicolas Bailly de Razors, qui était ancien VC chez Ring et qui a monté une société de levée et boutique de M&A, qui m'a beaucoup aidé sur la négociation du dernier tour, qui a donné des petits conseils à droite à gauche. Enfin, voilà, en fait, en fonction des moments, ils nous ont beaucoup aidés, on les adore. Trop bien. Et du coup, vous faites des déj avec eux, des soirées. J'essaye. C'est pas facile d'animer ces Non, BA, hein. non, c'est pas facile d'animer tout le monde, parce qu'on a une trentaine de personnes. Donc, mais par contre, effectivement, on les invite quand on a des formats. Là, très récemment, à la crémaillère des nouveaux bureaux, effectivement, on avait plusieurs d'entre eux qui étaient là. Ouais, c'est top. canon. C'est canon. Donc, on a bien compris que tu avais quand même, et c'est toujours le cas, un certain nombre de défis que tu as rencontrés. En l'occurrence, là, c'était sur ta dernière levée. Est-ce qu'il y a d'autres grands défis auxquels tu as dû faire face lors de ces 2 levées que tu as fait? Ouais, je t'ai parlé du Covid sur la première. Ouais. Sur la deuxième, en fait, déjà, évidemment, la complexité, là, c'est que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on aimerait. Attends, pourtant, les tiennes, elles ont été assez courtes, je me permets. Ouais. 6 mois, c'est quand même... Ouais, mais en fait, tu passes par des phases où tu penses que ce sera bon au bout de 2-3 mois, et en fait, pas du tout. Il faut repartir, et ça, c'est pas forcément évident. J'ai déjà eu des micro-moments de montagne russe sur une même journée, tu vois, où j'ai peut-être un investisseur qui va me dire en fait, j'y vais pas parce que j'ai trop peur que le marché se retourne. C'était un moment où on allait closer le truc, donc j'avais annoncé tout à tout le monde. Bon, je suis un peu embêtée, même si c'est pas forcément des tickets énormes. Parfois, malgré tout, ça te change ton chiffre final, exactement qui il y avait, etc. Et ce jour-là, je me souviens que c'était sur le premier tour. Je me souviens que j'avais appelé un autre de nos BA. Pour lui dire la situation, juste pour avoir des conseils. Et il me dit, attends, mais il te manque combien du coup? Et je lui ai dit, c'était quelques dizaines de milliers d'euros, c'était pas... Et en fait, il me dit, mais enfin, moi je les mets s'il faut, en fait. Je les mets, si tu veux, on peut partager avec tel autre que je connais bien. Et donc du coup, j'appelle l'autre aussi, et à 2, ils remettent plus. Ouais. Et problème réglé. Ouais, on n'a pas les mêmes vies. Mais c'est vrai que ça paraît. Oui, ouais. Et puis t'oses pas. Non. Bah non. Et en fait, j'allais pas du tout leur demander ça à la base. Bien sûr. Enfin, lui demandait ça. Ouais. J'avais même pas imaginé cette possibilité-là. Donc avec le recul maintenant, on sait que c'est possible. Il y en a un qui part pas. En fait, ça fait moins de monde. C'est peut-être pas plus mal. Ouais. Et on peut justifier auprès d'autres d'aller chercher un petit peu plus, quoi. Ouais, il y a eu plein de petits trucs comme ça, je pense. Mais en fait, ça passe, ça se règle. C'est certain. C'est certain. Et du coup, c'est quoi le trait commun de tes invests et la question qui me... Enfin, j'ai envie de te poser, c'est quoi les critères qui sont les tiens pour trouver ces investisseurs? Est-ce qu'ils ont un trait commun? Est-ce qu'il y a où tu dis, ah ouais, d'accord, là maintenant je vois mieux a posteriori presque les critères qui sont les miens? Je pense que s'il y a bien un critère commun, et c'est aussi une de nos valeurs chez Outmind, c'est la bienveillance. Dans le sens où c'est vraiment, je pense, quelque chose qui réunit nos investisseurs. J'ai fait assez attention à ça parce que, en fait, c'est des partenaires dans la durée.
Alors, tant mieux s'ils font un super coup avec nous. Moi, j'ai envie de leur amener le maximum. Mais j'ai toujours cherché des gens qui avaient envie de faire partie de l'aventure et donc qui avaient cette bienveillance envers nous en tant que fondateurs. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui était hyper important. Après, il y a d'autres critères, mais c'est vraiment le critère principal qui les réunit, tu vois. Okay. C'est des bons êtres humains. Ouais, ouais, je pense. Mais à part ça, ce qui est un critère de réunition, c'est est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait? Ah, ça, c'est un vrai critère pour toi, ça, c'est intéressant. C'est un vrai critère. Okay. J'ai sorti 2 BA à cause de ça, honnêtement. Okay. Enfin, je suis sortie pas acceptée, je pense. Okay. S'ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue. Mais voilà. Le deuxième point qui est très lié à la bienveillance, c'est en fait de ne pas vouloir trop interférer dans la vie de la structure. C'est bête à dire, mais chercher soit des personnes qui connaissaient très très bien ce qu'on faisait et qui étaient hyper pertinents, soit s'ils les comprenaient mais ne connaissent pas parfaitement, ben, au moins ils n'ont pas cette volonté d'interférer plus que de raison. Ouais, de donner leur avis alors que ce n'est pas leur sujet, quoi. C'est un petit peu ça. Et encore donner son avis, ça va. Il y a des interférences, je pense qu'il va être plus difficile. Le troisième point, c'était de voir si, au-delà de l'aspect financier, idéalement, ils peuvent nous amener du réseau ou de la connaissance. Ouais. Et donc, voilà, tous ces points-là se retrouvent effectivement chez nos investisseurs. Ok, du coup, j'entends, vous avez réussi à choper des invests super bienveillants, des entrepreneurs géniaux. C'est top. J'imagine quand même que vous avez dû négocier avec eux, surtout si c'est des entrepreneurs. Comment tu as géré ces négociations? Alors oui, il y a eu une négociation, surtout sur le dernier tour. Okay. Là, le tour de seed, qui a été mené, si tu veux, par l'un des microfonds qu'on avait, qu'on a, et qui n'avait pas forcément l'habitude de lead des tours. Donc, c'est la complexité quand on n'a pas forcément un fonds qui va vraiment prendre une grosse partie du tour, comme on l'a eu. C'est que la négo se fait pas naturellement par ceux qui ont l'habitude de le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu je pense qu'il y a eu à peu près 10 jours, 15 jours de négo. Ok. De hard négo, quoi. Ouais, où il y a eu proposition contre proposition, presque tous les jours des choses qui bougent. J'avais embarqué mon avocat sur au moins une session visio avec le fonds. Okay. Même si en réalité, je menais l'essentiel de la négo, je l'avais embarqué justement pour que potentiellement les questions un petit peu plus juridique retombe chez lui et que je sois pas en porte-à-faux et que je me braque pas trop. Oui, bien sûr. Il faut un jeu de good cop, bad cop. Hein, ouais. Ou au moins expert. C'est ça. Ouais. Alors, le problème, c'est que apparemment, ça n'a pas bien pris ce truc-là, c'est-à-dire que eux n'avaient pas embarqué un avocat de leur côté, et peut-être qu'ils ont senti que ah ouais, tu te staffais trop pour. Ouais, je sais pas, je suis pas sûre que ça ait marché pour eux en particulier, bizarrement. Pourtant, c'est un conseil que j'avais reçu, tu vois, de pas trop y aller en direct, en frontal, parce que derrière, tu veux garder de super relations avec ces personnes, donc. Ouais. Donc, bon, peut-être dans ce cas de figure, ça s'est moins bien passé parce que si ils sont un peu rentrés dedans avec l'avocat. Ouais. Voilà. Donc, je suis sortie de ce call, j'ai pensé qu'on ne le ferait pas. Ah, c'est marrant. Qui rentrerait pas. C'est marrant. En fait, si tu veux, toi, tu t'es staffé en te disant il faut se staffer pour faire cet exercice-là. Et eux ont presque pris ça comme un affront. Elle ramène son avocat, donc. Ouais, c'est possible. Ah, à la fin de ce call, on sentait que ça partait en froid. Oh là là, mince. Je sais pas si c'est spécifiquement à cause de l'avocat ou pas, mais en tout cas, il y avait un peu ce jeu aussi un peu bad cop de leur côté où il y avait plusieurs personnes. Voilà. Ok. Donc, il y a eu ce moment-là. Il y a eu d'autres ping-pong par écrit, au téléphone, etc. J'ai beaucoup pris conseil auprès de nos investisseurs par ailleurs, notamment nos angels à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup aidé. Pour le coup, un conseil qu'on m'a donné pendant cette négociation, c'était que si on me demandait quelque chose, il fallait systématiquement que je demande autre chose en contrepartie. Et ça, c'est pas intuitif. Parfois, on se dit, OK, c'est OK ce qu'il me demande, j'accepte. Bah, bien sûr. Bah, en fait, non. C'est plutôt, il me demande quelque chose qui va baisser peut-être les attentes que j'avais. OK. Bah, donc, en face, il faut peut-être que je réévalue autre chose. OK. C'était un exemple concret? Ouais, j'ai un exemple concret. En toute fin de négociation, j'ai le fonds, justement, qui menait les négos, qui me dit, bon, on se met d'accord sur tes conditions, mais on met un petit peu moins.
On met un peu moins, ok. Ouais. 2 fois moins. Ouais, beaucoup moins. Ce qui était encore ok, mais qui changeait quand même la tête du tour. Mhm. Un petit peu. Et si tu veux, je te raconte un petit peu le contexte. On était en physique lors de cette négociation-là finale. Ok, Et on était en marge de Vivatech. ok. Donc on se réunit, je crois qu'on était à 3, si ce n'est à 4. En tout cas, j'étais seule face à au moins 2 autres personnes. Mhm. C'est ça, ouais. 2 ou 3 personnes. Et à un moment, on s'arrête. Ok. Lorsqu'ils me disent ça, parce que j'avais un call à passer, etc. Et on allait reprendre la discussion après. Il se trouve que pendant ce court laps de temps, j'ai essayé de me faire un avis sur le sujet. J'ai appelé mon associé, j'ai appelé nos conseils et j'ai eu aussi au téléphone une amie entrepreneur qui était passée par des sujets similaires. Et je me suis forgé une opinion en 1 heure peut-être à ce moment-là. Ok. J'ai notamment l'un de mes conseils qui m'a dit, mais donc explique-moi ce que tu veux. Je lui explique et il me dit, mais là, t'es pas droite dans tes bottes quand tu le dis. Ok. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu dis. Mhm. Et je l'ai intégré, ce truc-là. Je me suis dit, ok, donc de toute façon, je tente mon truc parce que j'y crois. Ok. Et donc, quand je suis revenue les voir, je leur ai dit, bon, ok pour changer votre ticket, mais nous, on revient à la valo précédente parce qu'ils avaient demandé précédemment à baisser d'un petit peu la valo. Donc, si en fait, ils changent leurs conditions, moi, je ne peux pas revenir vers les autres investisseurs en leur disant, on a changé les conditions pour ce fonds et ils ne mettent pas tellement plus que les autres. Ouais. Et ça, en fait, j'en étais tellement persuadée que j'en étais à un stade où je me suis dit, au pire, s'ils ne rentrent pas, on fait 100, ce sera moins bien, mais on fait 100. Ouais. Et là, je sens en face qu'ils pensaient que c'était quasiment fait et donc ils se sont déçus. Et on se requitte à ce moment-là. Ah ouais. Le truc, c'est... En plus, j'avais fait une intoxication alimentaire la veille. J'ai quasiment pas mangé de la journée. Enfin, c'était une journée incroyable. Là, tu nous fais une pièce de théâtre en 5 actes. Ça s'est vraiment passé comme ça. Je pense que j'étais à l'eau et au café toute la matinée. J'ai réussi à manger à peine des petits trucs qui ont grignoté l'après-midi, quoi. On se retrouve en marge de Vivatech à un événement juste après. C'était un cocktail. Et là, en fait, les personnes du fonds reviennent vers moi en me disant que cette négociation, elle leur avait prouvé que je serais capable de tenir bon, par exemple, face à des clients chiants. Et qu'ils acceptaient et qu'on y allait et on a trinqué. Okay. Et voilà. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est fini. Ça s'est fini comme ça ce jour-là. Oh putain. Et là, tu dis heureusement que ça s'est terminé aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, ils ont accepté de remonter la valo. Ouais. Ah ouais. Ce qui était la valo initialement vu avec les autres, en fait. Ok. Faut vraiment garder son sang-froid. Ouais. Mais en fait, ça m'était jamais arrivé avant d'être autant, tu vois, en physique, malgré des conditions pas terribles, aussi long aussi, parce que c'était pas juste une demi-heure, 1 heure. C'était sur le tout, c'est joué sur 3-4 heures, tu vois, avec des intermèdes. Et ouais, j'ai eu des conseils aussi à droite à gauche qui m'ont aidé à me forger une opinion. Et une fois que ça s'était fait, c'était beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Ça a besoin d'être ancré chez toi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. En fait, tu peux pas non plus, je sais pas, ça va tellement vite la négociation, tu as de nouvelles informations qui t'arrivent et tu dois t'adapter de la meilleure des manières parce que tu veux pas regretter le coup d'après d'avoir accepté quelque chose de bancal. Ah bah bien sûr. Donc ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est difficile de garder la tête froide dans ces situations-là. Ouais. Comment tu fais? Alors c'est intéressant, moi j'aimerais qu'on décortique ça un peu ensemble. Comment tu fais pour garder la tête froide dans ces situations? Comment tu fais pour gérer cette pression, ce stress, quoi? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que je suis assez tolérante au stress en général. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui me fait un peu avancer. Et en même temps, tu vois, je suis quelqu'un qui globalement dort bien. Tu n'as pas encore d'enfant? Non, ça joue. Non, mais tu vois, c'est... j'essaye de me dire, j'ai une situation qui peut être difficile à passer. Ça m'arrive là maintenant. Quels sont mes moyens? Qu'est-ce que je peux faire?
tu vois, il y a des choses sur lesquelles t'as pas d'action. T'as pas de prise. T'as pas de prise. Et ça, j'essaye de les sortir de mon scope le plus vite possible parce que sinon, ça va me travailler inutilement. Et j'essaye de faire le maximum là où je peux à un instant T. Donc, je pense pas que le stress me pénalise beaucoup. Ouais. J'ai la chance d'avoir ça. Je me permets, je vais t'analyser un peu. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure et je me dis, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui est un peu difficile, tu vas prendre plein d'avis et de conseils auprès de gens qui t'entourent. C'est plusieurs fois tu nous l'as dit. C'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est ça ta façon de gérer ces situations. C'est d'appeler des amis, quoi. C'est important l'appel à un ami. Non, mais c'est vrai, sûr. c'est vrai. Je pense que je le fais même pas assez, d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de situations qui sont nouvelles pour moi, mais pas nouvelles pour d'autres. Et c'est débile de réinventer le truc. Et il y a un autre bénéfice aussi de l'appel à un ami, c'est qu'en fait, tu racontes la situation, et rien qu'en la racontant, parfois, tu arrives à prendre un recul sur le sujet que tu n'avais pas juste avant. Ouais. Et souvent, le moment où tu le racontes, tu comprends déjà des choses avant d'avoir le retour de la personne. Tu t'es presque déjà forgé aussi une opinion nouvelle dessus. Ça sort de toi. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup, tu vois, sur mon profil LinkedIn, j'avais mis une expression... ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, mais c'est Kojuri, c'était step out of yourself. Et en fait, le moment où tu sors de ta timidité et que tu sors de toi-même, c'est là où tu peux trouver de belles choses. Ouais. Parce que si tu restes bloqué en toi, tu ne t'ouvres pas à ce que l'extérieur peut t'apporter. Ouais, c'est vrai. Et c'est un truc sur lequel moi j'ai toujours un petit peu travaillé parce que je suis une ancienne timide. Et le jour où je me suis ouverte, j'ai tellement de belles choses qui me sont arrivées, quoi. Ouais, mais c'est très fort. Et je pense que sur ces situations qui peuvent être difficiles quand tu es entrepreneur, la levée de fonds, c'est vraiment un moment qui est très physique, quoi. Et nouveau et difficile avec de la négo, avec plein de nouvelles data et d'éléments que tu ne maîtrises pas. Les gens ont parfois tendance à se renfermer sur eux, tu vois, et prendre ça comme un sacerdoce, quoi. Ouais. Et je pense que ce conseil que tu nous donnes, de dire, ok, mais en fait, parle-en et va trouver les réponses auprès de tes proches, auprès des gens qui sont déjà passés auprès de tes invests, etc. C'est une bonne recette déjà. C'est assez dingue en réalité. Tu vois, je te parlais du second tour où on a eu d'un coup une dizaine d'angels qui sont arrivés par réseau. Il y a des personnes que je connaissais déjà un petit peu, de près ou de loin, par exemple Guillaume Moubèche de l'Emlist, que j'avais croisé 4 des années avant en Suisse, ou d'autres. Et en fait, ces gens-là, j'aurais pu aussi les solliciter. J'y ai pas du tout pensé, tu vois. Et heureusement, il y a une personne qui s'est dit, tiens, je vais leur passer le mot. Et ça a débloqué la situation complètement. Et ouais. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Parfois, on n'ose pas. Ouais. On n'ose pas. Et après, moi, j'ai souvent entendu ça. Il y a des gens qu'on connaît qui peuvent nous le reprocher gentiment, mais disent, mais attends, mais je savais pas que tu étais enlevé, t'as pas pensé à moi, pourquoi tu m'as pas invité? J'aurais adoré mettre un ticket. Et là, tu te sens con, quoi. Ouais. Faut faire un CRM enlevé. Mais c'est ça, mais vraiment. Ouais. Et pas oser à demander, en fait. On ne demande pas de l'argent, on propose une opportunité d'investissement dans une boîte, dans une boîte de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Autant l'exercice de la levée est clairement difficile, autant on vend son aventure. Ouais. Comme on la vendrait peut-être à des nouveaux arrivants, nouveaux collaborateurs, etc. Et donc, au final, ça reste un exercice qui est peut-être pas naturel pour tous les entrepreneurs, je ne vais pas dire ça, mais qu'on doit savoir faire quelque part. Ouais. Et si je dois aller peut-être one step further, tu vois, d'une certaine façon, il y a parmi les entrepreneurs que tu as contactés des gens qui avaient déjà envie de bosser avec toi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a ça aussi, tu vois. Mais ils ont chacun leur projet, ils peuvent pas, tu vois. Et c'est aussi une façon de bosser avec toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a peut-être ce truc-là aussi. Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a le truc de... au départ, tu investis sur des personnes. Je pense que nos premiers investisseurs ont parié sur mon associé et moi. J'ai pas du tout parlé d'Arthur, en l'occurrence, qui a un background d'ingénieur. Donc lui, il est passé par Central. Il avait aussi un petit peu entrepris. Il a travaillé en start-up tech aux US. Et en fait, nos deux profils étaient hyper complémentaires.
Et je pense qu'au début, ils ont parié sur ça. Ils ont parié sur 2 petites têtes. Et puis, au final, ça c'est plutôt bien goupillé. Et Oui, j'espère plutôt que très sur les bien. prochaines levées, ils pourront parier sur encore plus que ça, évidemment. Alors, tu nous parlais d'Arthur. Comment tu as géré, donc ton cofondateur, Mhm. comment tu as géré les relations avec ton cofondateur, avec ton équipe, et même peut-être plus loin avec tes amis, ta famille pendant ces 2 périodes de levée de fonds? Mm. Comment tu as géré ça? Honnêtement, je dirais que ça n'a pas forcément changé mon quotidien vis-à-vis de mon entourage très fortement. Mhm. J'ai peut-être réduit le temps que tu peux passer avec des proches parce que, en fait, aux tâches quotidiennes s'ajoutent des meetings à répétition et des tâches aussi data crunching, etc. Surtout sur la première levée où j'ai pas beaucoup d'accompagnement, donc j'ai beaucoup fait de choses moi-même. Mhm. Après, sur l'équipe, j'ai aussi donné plus d'autonomie et plus de place à certaines personnes sur la partie commerciale, effectivement, mon associé qui a peut-être pris aussi certains sujets davantage. Mais ça s'est plutôt bien fait, honnêtement. Par rapport à la communication que j'avais aussi en interne, j'essaie de donner tout le temps des bonnes nouvelles quand j'en avais, évidemment, parce que t'imagines, c'est long et tout le monde est un peu pendu à l'opération en cours. C'est-à-dire que tu as forcément un besoin de lever quand tu le fais, ou en tout cas, tu sais que tu as une limite de temps pour le faire. Donc évidemment, l'équipe attend des bonnes nouvelles. T'as ressenti c'est intéressant, j'ai jamais abordé ce sujet-là. Mhm. T'as senti un stress, t'as senti une peur des équipes en interne de se dire potentiellement on la fait pas la levée? Alors, je donne pas non plus toutes les infos. Mhm. C'est-à-dire que j'en garde un peu pour moi tant que je sais pas. Mhm. Sinon, il peut y avoir des effets déceptifs on pense que ça va le faire, puis ça le fait pas. Alors évidemment, avec mon associé, là, pour le coup, très grande transparence à ce sujet. Mais sinon, évidemment, c'est comme beaucoup d'opérations de financement ou autres où il y a de l'incertitude. Tu peux pas tout dire. Non. Donc, j'ai pas ressenti de vraie crainte. Non, j'ai pas ressenti de vraie crainte, mais c'est vrai que sur la seconde levée, je racontais un petit peu les négos en cours, etc. Tout le monde attendait les bonnes nouvelles, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as signé, la dernière levée? Que c'était une bonne chose de fait. Oh my God. Ouais, c'était un petit peu sport. Mais non, écoute, après, c'est reparti, quoi. Ouais. Vous avez célébré ou pas du tout? Ouais, on a célébré pour la première fois, d'ailleurs. Ah. On a célébré pour la première fois. On a invité tous nos investisseurs. On avait pris l'étage d'un bar dans le Marais et on a réuni tout le monde. C'est la première fois qu'on faisait ça et ils étaient tous hyper contents. Ouais. Et on s'est dit qu'on allait le refaire. Génial, c'est vachement important. Souvent, les entrepreneurs se tapent dans le dos et ils retournent comme si de rien n'était. Ouais, c'est vrai. Là, quand on s'est fait cet événement-là, on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée. Parce que c'était au bout de plus de 2 ans. On était un peu la tête dans le guidon, avec malgré tout des gens qui étaient derrière nous, qui croyaient en nous, qui n'avaient jamais eu vraiment l'occasion de se rencontrer. Donc non, ils étaient hyper contents tous, alors qu'on n'avait pas mis beaucoup d'énergie ou de moyens dans cet événement. Faut vraiment le faire, ouais. Ouais. Ok, super. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ok, ça c'est un conseil qu'on t'ait donné, faire la fête? Non, on m'a pas assez donné. On m'a donné un conseil, malheureusement je sais plus qui c'était, mais que je garde beaucoup en tête, c'est en tant qu'entrepreneur, bloque d'abord le temps de tes congés et après tu mets le temps de ce que tu peux faire. Parce qu'en fait sinon tu te laisses bouffer, quoi. Donc ça c'est un bon conseil que je garde un peu tout le temps, c'est ok, je sais quoi mes soupapes. Je les mets, je les positionne à droite à gauche dans l'année. Ok. Et après le reste va se remplir automatiquement, il n'y a pas de souci. C'est sûr. C'est quoi tes soupapes, si je peux me permettre? Est-ce que tu peux nous... Ouais. J'essaye de partir quelques semaines dans l'année, de me déconnecter. Parfois, juste quelques jours, ça me suffit. Un peu à la montagne, un peu à la mer. Enfin bref, juste déconnecter. J'ai une autre petite soupape que j'essaie de garder depuis quelques années. C'est le côté un peu plus artistique. Donc, je fais du chant en comédie musicale. Waouh. Ah ouais. Ça, c'est assez marrant. On fait des spectacles avec une troupe de 250 personnes.
la dernière fois au Palais des Congrès. Ah oui, donc c'est sérieux, c'est pas genre... Ah oui. C'est une double vie. Ok, Non, donc le Roi Lion, c'était toi. Non. Par contre, on avait des acteurs du Roi Lion sur nos spectacles, ouais. Ah mais c'est incroyable. Et on peut venir te voir et tout. On peut venir me voir. La prochaine fois, ce sera au Cirque d'hiver, fin juin. J'ai plus les dates en tête, mais c'est autour du 23-24 juin, je crois. Ok. On va mettre ça dans l'agenda. Ok. Juste avant mon anniversaire, c'est l'occasion. Ah oui. Ah, mais je t'inviterai. J'adore. Waouh, d'accord, ok. Et alors, cette question des vacances, moi je trouve qu'elle est éminemment intéressante, et même dans le cadre de la levée de fonds, j'ai plusieurs des invités à ce podcast qui m'ont dit, ok, avant de signer, avant de closer, j'ai pris une semaine de vacances. Est-ce que tu as fait ça? Ah non, quand même pas. Non, c'est bien, hein, mais... Est-ce que tu aurais dû faire dur. ça? Trop dur. Non, tu vois, moi, je faisais mes dernières négos avant de closer en physique, donc compliqué quand même. Non, par contre, le premier closing sur le pré-seed, ça s'est fait quand on était en off-site avec l'équipe. On s'était chauffé avec une boîte amie à faire une semaine à Malte. Et donc, toutes les dernières négos se sont fait au soleil, à distance, etc. Mais c'était pas des vacances. Ouais. Mais quand même au soleil. Et exactement. Ok. Tu penses de nouveau lever des fonds? Je pense que tu me l'as déjà dit en vrai. Mais vous y retournez? On va y retourner. On va y retourner parce que le marché bouge super vite. On a un super positionnement. On est très sollicité en ce moment et on ne met pas assez de moyens en face. Donc oui, on va y aller bientôt. Ok, pas assez de moyens, tu veux dire de talent, de tech Ouais. Okay. De talents à la fois commerciaux et tech. On est encore une petite équipe pour un sujet qui peut prendre beaucoup de place dans les mois à venir. Okay. Y a une course à l'échalote en ce moment sur justement la façon dont on équipe les collaborateurs avec des technos qui vont leur faire gagner vraiment beaucoup de temps. Et tout le monde en ce moment veut mettre du ChatGPT-like partout. Il faut bien le faire. Et il faut le faire en prenant en compte la confidentialité, les permissions, les droits d'accès des collaborateurs, le faire sur des grands volumes de données, le faire sur des outils qui vont être multiples. Et donc, en fait, tout ça, ça fait quelques années qu'on est très bien positionné dessus. Et donc, on accélère des projets qui en ont bien besoin en ce moment. Donc là, vous voulez faire du gros, quoi. Ok. À l'international? Aujourd'hui, on est en France et en Europe. On veut continuer à aller plus vite sur le marché européen. On vise une position de leader en Europe. Et évidemment, le produit n'a pas de frontières. On a déjà des utilisateurs un peu partout dans le monde, donc on continuera comme ça. Ok. Donc, première levée imminente. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour préparer ta boîte à la levée? Alors bon, tu fais déjà plus 50% de CA, c'est ça? Ce qui est pas mal. Avant tout, le business, ouais. Oui, c'est toujours quelque chose qui est effrayant d'ailleurs, hein, parce qu'on se dit, tu vas peut-être pouvoir passer moins de temps sur le business pendant la levée. Donc j'essaye de préparer le terrain un maximum, d'avoir justement des personnes qui vont pouvoir être au plus près des clients en continu. On a restaffé sur du customer success. On est en train de staffer sur des sales. Donc c'est avant tout le fait que la structure continue de grandir et de faire de la croissance qui me semble prioritaire. Parce qu'en fait, dans le cours des discussions, il faut qu'on continue à apporter des bonnes nouvelles pendant 3 mois, 6 mois s'il le faut. Et c'est surtout ça que je veux préserver. Ok. Donc, structurer la boîte pour pouvoir faire une série A. Ok. Et pouvoir la faire sereinement avec la boîte qui tourne. Tout à fait. Ok. Et j'imagine te faire plus accompagner sur cette série-là. Là, j'imagine aussi. Un petit peu, ouais. Ouais. En tout cas, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Autant... Jusqu'au CID, on a souvent des entrepreneurs qui y vont seuls. Sur la série A, on a souvent des entrepreneurs qui se font plus accompagner. Quoi. Oui, pas forcément, tu vois, de manière extrêmement soutenue, mais au moins d'avoir les bons conseils autour de nous. Ouais. Ok. Quel conseil tu donnerais, on arrive sur les dernières questions liées à la levée de fonds, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui souhaite lever des fonds pour la première fois? Genre, il veut faire un pré-seed ou un petit seed. Ouais, j'ai parfois des entrepreneurs qui justement me posent des questions là-dessus. C'est pour ça que j'ai accepté de faire le podcast aussi. Je me suis dit que ça pouvait bénéficier à des gens. En fait, j'essaye de valider avec eux déjà qu'ils ont quelque chose qui a prouvé de l'attraction. Parce que à moins d'être un serial entrepreneur qui a déjà fait un exit ou je ne sais quoi,
en fait, tu n'arrives pas juste avec une idée et rien comme preuve. Donc, j'essaie de bien leur dire, c'est quoi votre traction? Qu'est-ce que vous pouvez montrer? C'est pas forcément du chiffre d'affaires. Ça peut être des sign-up, ça peut être des preuves d'intérêt quelconque. Voilà. Et donc, j'essaie de valider ça avec eux. Et aussi, le deuxième truc, c'est à quel point tu en as besoin. Ouais. À quel point tu peux faire sans. Mhm. Parce que plus tu fais sans, mieux c'est. Donc, il y a souvent d'ailleurs du love money qu'on peut aller chercher autour de soi si on a besoin juste de débloquer un tout petit peu et pas forcément d'aller chercher une vraie levée. C'est une bonne chose si on peut le faire. Donc, je dirais vraiment aller chercher des preuves de traction en first et ensuite comprendre pourquoi on veut lever et pas le faire juste parce qu'on pense que c'est la bonne étape avant de monter sa boîte. Non, pas du tout. C'est faux. C'est sûr. Oui, c'est un conseil que Denis nous donnait également dans l'épisode précédent. C'est le plus tard est le mieux, en fait. Plus on est mature, meilleur on lèvera, en fait, en tout cas dans les meilleures conditions. Oui, souvent. Souvent, modulo l'aspect de timing parce que certains fonds veulent voir la vélocité du business. Mais globalement, oui. Ouais, c'est intéressant sur la vélocité du business. Et typiquement, un des conseils et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, qui nous a souvent été donné, c'est de façon à ce que les fonds voient la vélocité de ton business, prendre contact avec eux très tôt, bien avant la levée, de façon à ce qu'ils puissent en fait voir cette évolution avant même que tu aies, toi, besoin de lever des fonds. Est-ce que toi, c'est un conseil que tu as appliqué? Oui, je l'ai appliqué parce qu'en fait, les fonds te disent ça beaucoup et ils ont envie de te connaître un petit peu avant l'heure. Et c'est vrai que quand tu crées des relations, c'est plus facile après de revenir les voir en disant maintenant on est prêt. Je mettrais quand même un modulo à ça. Déjà parce que c'est assez chronophage. Et ensuite, c'est bien de voir des fonds, mais ça dépend quand même de qui dans le fond. Ok, ouais. Un conseil que je donne à des gens qui se lancent, c'est qu'effectivement, s'ils sont beaucoup sollicités par des analystes, c'est une bonne chose s'ils s'apprêtent à lever, mais c'est pas la personne qui va leur donner beaucoup d'insights. Parce que c'est souvent quelqu'un qui vient d'arriver dans le marché du VC et dont le rôle est de filtrer en fait les boîtes pour la suite. Et donc en réalité, ça va pas leur apporter grand-chose. J'ai rien contre les analystes, c'est la première étape avant d'arriver VC, voilà, et de faire une carrière en fond. Mais c'est vrai que c'est parfois des personnes qui vont rester 6 mois, 1 an, et en fait avec qui tu vas pas vraiment pouvoir construire de relations pour la suite, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, évidemment, il y a des profils brillants et parfois c'est justement l'inverse est possible. Mais voilà, faire attention quand même à pas trop perdre de temps sur ces meetings parce que en fait ils veulent voir tout le marché. Ils veulent voir dès qu'il y a une boîte qui se lance, ils veulent rencontrer les founders. Et créer des relations avec tous les analystes de la place de Paris, c'est pas forcément le gage de les retrouver 6 mois plus tard au même poste, quoi. Non, c'est pas le plus efficace. Ouais. Ok, très intéressant. Dernière question sur la levée de fonds, avant de parler un tout petit peu plus de toi, tu connais le format. Est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs de tes investisseurs qui t'ont particulièrement aidé, qui t'aident particulièrement au quotidien? Du coup, j'en ai fait quelques-uns jusque-là. Tu vois, j'ai parlé de Dimitri Ferber, de Tiller. J'ai parlé d'Edouard et de Thomas de MyTraffic qui nous ont beaucoup accompagnés sur les sales. Nicolas Bailly et d'autres. En fait, en réalité, Raphaël Boucris également sur des conseils hyper terrain. Elisabeth Pochette, Win Equity, qui a eu énormément d'écoute et de bienveillance depuis qu'ils sont arrivés il y a 1 an. Non, ouais, c'est en réalité quasiment shout-out à tous nos investisseurs, parce que déjà, ils nous ont fait confiance, ce qui est déjà beaucoup. Génial, j'adore. On pourrait presque conclure là-dessus. En tout cas, on conclut là-dessus la première partie sur la levée de fonds. Et maintenant, comme vous le savez tous qui nous écoutez depuis le début, quelques questions un peu plus personnelles. 10 questions. Et la première, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait confiance à certaines personnes qui m'ont en fait permis d'en arriver là où je suis. Typiquement, tu vois, à 19 ans, j'ai rejoint quelqu'un qui montait une boîte, donc Lemon Learning à l'époque, d'un outil pour former les équipes à leurs outils internes. J'étais en licence en éco-G. J'avais fait 2 pauvres stages en vente et en recrutement. Et
ouais, je m'étais lancée à ses côtés, on a monté la boîte, etc. Et donc, c'était ma première aventure entrepreneuriale. J'ai fait ça pendant 3 ans, pareil, de mes études. C'était un peu un truc pas le plus réfléchi du monde, mais où je sentais que je pouvais servir à quelque chose, le projet m'intéressait, je ne voyais pas forcément précisément où mes études m'amenaient, donc j'avais envie de terrain. Et le fait d'avoir fait confiance, lui en particulier, et à d'autres personnes par la suite, en fait, ça m'a ouvert tellement de portes. C'est marrant parce que, juste pour faire une petite digression personnelle, moi, j'ai été élevée dans une famille assez traditionnelle. J'étais l'aînée, j'avais la malchance, entre guillemets, d'être une fille. Donc, on m'a globalement dit de faire attention. Okay. En gros, le monde extérieur, attention, danger, quoi. Et après, c'est pour ça vient d'une histoire personnelle aussi, je pense, notamment de mon père qui était, qui est arrivé en France à 20 ans, qui était immigré, etc. Et donc, qui est passé par plein d'obstacles, etc. Et finalement, assez jeune dans ma vie professionnelle, j'ai fait confiance à des gens, peut-être plus que ce qu'on m'a enseigné. Et tu vois, je le regrette absolument pas. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'aspect conseil, tu vois, ou aller chercher des conseils, etc. C'est pareil, en fait, tu es un peu vulnérable quand tu cherches des conseils. C'est vrai. Mais en réalité, tu gagnes plus, je trouve, à faire confiance aux gens plutôt qu'à te refermer. Et ça c'est quelque chose c'est la plus grande fierté, parce que cette première entreprise, elle m'a permis derrière de me lancer sur Outmind de manière beaucoup plus confiante. Oui, en plus, les domaines sont très, très connexes. Absolument. C'est ce qui m'a amené sur ce sujet-là aussi. J'ai découvert le monde des applications d'entreprise. J'ai découvert les problèmes que nos clients vivaient, très jeunes, etc. Et voilà, je pense que c'est ma plus grande fierté, dans le sens où j'ai pris un risque peut-être que je n'avais pas très bien considéré à ce moment-là, et qui, au final, s'est avéré le bon, que je ne regrette pas du tout, quoi. Ouais, tu es sortie de ta zone de confiance. Ouais, et en fait, de confort. Tu me dis que tu es une timide à l'origine, et en fait, tu es allée vers les autres. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, génial. Question que je pose quand même. Allez, la deuxième. C'est quoi ton plus grand regret? Cette question, elle est difficile. Elle est difficile, cette question. Si je prends juste peut-être les dernières années avec Outmind, je dirais que le plus grand regret, c'est d'être resté très focus sur la vision, et peut-être d'avoir pas assez passé de temps sur les problèmes vécus par nos utilisateurs. Et ça, c'est bête, mais je pense que ça concerne beaucoup de gens, surtout quand on est un petit peu tech, un petit peu, on aime bien les beaux produits, on a une vision de comment ça doit être. En fait, il faut toujours se poser la question du pourquoi, de comment ça va être utilisé, à quel moment, à quelle fréquence, quel impact, etc. Et donc, tout ce travail d'interview qu'on a fait derrière, je pense qu'on aurait pu le faire encore plus tôt, de manière plus intense, et donc gagner du temps dans notre développement. Et donc ça, c'est un apprentissage, je pense, qu'on a fait avec l'équipe et avec mon associé aussi, parce que voilà, tu te lances avec beaucoup de vision qu'on conserve. On a gardé globalement la même vision depuis le début, mais voilà, d'être encore plus terrain. Ouais, c'est pas évident, parce qu'on attend du CEO qu'il ait une vision très forte, et c'est ton cas. Et d'ailleurs, vous avez raison, quoi. Le contexte actuel vous le prouve, et puis vos clients aussi. Et en même temps, à la fois être garant de cette vision, et puis être vraiment sur le terrain, à la fois macro et micro, c'est vachement difficile. Oui, et d'ailleurs là-dessus, shout out à mon associé Arthur, parce que justement, il a une vision très produit, qui parfois nous ramène sur terre et me ramène sur terre sur certains moments où moi je suis en contact avec nos clients et ils me disent ce serait bien si on avait ça, donc je ramène l'idée en interne, je me dis ce serait vraiment bien si on avait ça, et il me dit c'est un petit peu pas dans le cœur du produit, quoi, donc série B. J'adore. Sur le coup, je le prends pas forcément super bien, et le lendemain je lui dis mais merci, en fait. Et je lui ai dit, vraiment, heureusement que tu es là pour un peu me dire non, mais ça, c'est à côté, quoi. Okay. Vous avez un gimmick comme ça, série B? J'adore. Non, ça c'est arrivé une fois, en tout cas. Ouais. Non, mais je veux... Faites-en gimmick. Il faut le gif qui va avec. Ok, quelle est la personne, le film, le bouquin, le manga, la musique qui t'inspire le plus? Encore une question pas facile. Non. Sur les personnes, je suis assez impressionnée et
Et en tout cas, ça m'inspire de voir certaines femmes entrepreneurs qui arrivent à faire des choses assez dingues. Je pense à Elinor Crespo de Pigment, par exemple. Enfin, sujet data, je crois qu'elle avait plus de 88 millions. Et c'est pas le chiffre qui compte, mais d'arriver sur ce domaine et d'aller assez vite, voire très vite. C'est assez dingue. Pareil, Mathilde Collin de Front. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rôle modèle féminin d'entrepreneuriat, donc j'aime bien regarder ce qu'elles font. Et après, sur les bouquins, il y en a 2 que soit je conseille, soit je relis, soit je fais référence à souvent. Le premier, c'est le bouquin de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. C'est débile, mais en fait, ça te permet de savoir sur quoi te concentrer et surtout ce qu'il faut laisser de côté. Il y a plein de petits conseils hyper utiles dans la vie de tous les jours. Et ouais, j'aime bien ce bouquin. Et ce serait quoi le conseil principal qui t'a marqué ? Il y en a plein, mais il y en a un que j'aime bien qui est les intérêts composés dans la vie de tous les jours. À savoir, en fait, quand tu passes du temps avec les gens, ce que tu en retires devient de plus en plus important et beau avec le temps. Ouais. Versus des relations courtes, un peu one-shot, qui vont peut-être t'aider un petit peu, mais ça n'atteindra pas le même niveau que certaines relations longues qui créent des intérêts composés. Il y en a d'autres, mais je pense à ça en premier. Et sinon, un deuxième livre que je relis de temps en temps aussi, alors je ne suis pas forcément très fan des bouquins business américains, mais celui-ci, il est quand même sur ma table de chevet, donc The Hard Thing About Hard Things. Okay. Et c'est vrai que il y a quelques points que j'aime bien, notamment sur la résilience, parce que c'est jamais facile, quoi. Non. Donc voilà, c'est bon à relire et se rappeler que les plus belles boîtes sont passées par des moments un peu hardcore, quoi. On oublie, hein. Souvent, l'histoire s'écrit a posteriori et on oublie les... Enfin, on pense que tout a été simple alors que c'est pas le cas. Jamais. Est-ce que tu as une journée type ? La journée type, elle compte peut-être 5 réunions avec soit à l'interne, soit à l'externe. Je suis encore très présente auprès de nos clients. Et puis, honnêtement, non, j'ai pas forcément de journée type, mais beaucoup de réunions. Ouais. Comédie musicale, combien de fois par semaine ? 1 fois par semaine en début d'année et jusqu'à 3 fois par semaine quand le spectacle s'approche. Ok. C'est quoi ton prochain rôle ? Attends, celui de l'année dernière ? Non, j'ai pas de rôle en particulier. J'en fais plusieurs parfois en fonction de ce qu'on me demande de faire. En fait, je vais faire soit un petit peu d'acting, soit juste faire quelques chorés. Et puis sinon, je vais chanter avec les autres membres du chœur. C'est quoi le costume le plus fou que tu aies porté ? Ou que tu as préféré ? C'est une bonne question, ça. Ça fait pas du tout partie des questions que j'ai soumises dans un premier temps. Non, effectivement, tu me poses une colle, là. En fait, sur les costumes, ce qui est drôle, c'est qu'ils nous donnent donc des planches avec donc, des images pour voir un peu ce à quoi on doit ressembler. Et c'est à nous de nous débrouiller. Ah ouais ? Donc, on doit faire un peu les brocantes ou aller chiner 2-3 trucs. Parfois, tu as jusqu'à 3 costumes différents sur la durée du spectacle. Donc, il faut changer et prévoir des choses, etc. Sur un spectacle d'il y a 2 ans, je me souviens que je changeais 3 fois de costume. Je passais d'une immigrante riche qui allait en Amérique sur un bateau à plutôt une personne du peuple, en passant par une serveuse. T'as fait tout Titanic. Tous les personnages de Titanic. Oh non. Donc, je ne saurais pas te dire ce que j'ai préféré comme costume. Tout était marrant. Bah ouais, surtout changer de costume et de personnage, c'est ça qui est drôle. Ça, il faut le faire vite et revenir bien en scène et tout. Mais ouais. C'est un délire. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs de théâtre. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais le dimanche matin ? Je me repose, je prends un bon petit déjeuner, un brunch, où je mets plein de trucs sur la table. Ok, c'est quoi ce qu'il y a toujours, enfin la nourriture, le plat qu'il y a toujours sur la table, genre c'est obligatoire. C'est un peu terrible parce que du coup mes amis vont se moquer de moi s'ils entendent ça, mais globalement c'est vrai que je suis un peu une bobo dans l'âme apparemment, mais voilà, l'avocado toast malheureusement c'est quand même très très ça très marche bon. À chaque fois. C'est très très bon. Je pensais que tu allais me dire le Nutella. Ah non, ou juste l'avocat tout court en fait dans toutes ses formes. Okay. C'est pas très écolo, mais bon. Ouais. Il y a un problème, il faut trouver une solution pour que l'avocat devienne écolo. C'est compliqué. Comment tu vois la suite ? Question très large. Voilà, juste comme ça.
Moi, à court terme, avec Outmain et avec l'équipe, j'ai envie d'aller le plus loin possible parce qu'il y a un peu cette idée de créer quelque chose qui est plus grand que soi avec cette aventure. Donc, je vais rester concentrée dessus tant que je peux, tant que j'ai les énergies pour. Et donc, je pense qu'on va essayer de continuer dans cette voie-là. Ça passera peut-être par du financement ou pas. On verra ce dont on a besoin. Et puis... écoute, c'est déjà bien, parce qu'il ne faut pas se concentrer sur 15 000 choses à la fois. Donc, c'est mon focus du moment. Voilà, et du coup, je te pose la question des focus après. C'est quoi ta prochaine boîte ? Je ne sais pas. Je pense que j'aimerais bien aller un tout petit peu de l'autre côté et aider des entrepreneurs. Je pense que je le ferai. J'ai commencé un tout petit peu à le faire en mettant un mini ticket dans un véhicule, un fonds qui s'appelle Better Angle. Et sinon, très grande question, mais j'en serai peut-être autre chose, on verra bien. En tout cas, give back, l'expérience qui est la tienne. Et... Ouais, je trouve ça assez passionnant d'essayer d'aider d'autres avec des choses concrètes. Vu que c'est mon job, je ne vais pas dire le contraire. Ouais. C'est absolument exceptionnel. C'est fabuleux comme ressenti. Donc oui, je ne peux que te dire que oui. Prendre ma place au micro d'ici quelques années. Je ne suis pas forcément à l'aise pour ça. Mais... c'est plutôt très à l'aise. Alors, du coup, un coup de gueule. Et on passe par toutes les émotions, là. Vraiment, c'est l'ascenseur émotif, quoi. Et c'est pas pensé comme ça. Là, c'est vraiment, c'est ups and downs. Ouais. Non, je suis assez diplomate. Moi, je fais pas de coup de gueule tous les matins. Mais comme on parle de lever, je dirais... peut-être sur des relations ou des prises de position qui peuvent être un peu toxiques de certains fonds vis-à-vis des entrepreneurs. Je pense ceux qui oublient que la priorité, c'est de faire du business. Donc, si on nous demande trop de choses qui nous défocus, en fait, on se désaligne, l'air de rien. Ceux qui font que, par exemple, j'entends des entrepreneurs autour de moi qui me disent qu'ils ont peur de leur board. C'est pas terrible, quoi. Enfin, je pense que parfois, la posture de certains VC n'est pas la bonne. Donc, voilà, micro coup de gueule là-dessus. On a la chance de ne pas avoir ce problème-là chez nous. Ouais. Mais quand même, renégociez pas la valo au dernier moment. Divisez pas le ticket vers 2 au dernier moment. Parce que ça, on n'aime pas. C'est sûr. Est-ce que tu as une bucket list ? Et si oui, c'est quoi les trucs fous qu'il y a dedans ou les trucs cool, juste ? Alors, très honnêtement, j'en ai fait une pendant le confinement. Je pense que je m'ennuie un tout petit peu un moment. Je ne sais pas ce que j'ai mis dedans, parce que je ne l'ai pas relu après. Il faudrait que je le fasse. Ce serait drôle de voir ce que j'ai mis. Mais non, je n'ai pas vraiment de bucket list. Okay, moi non plus. En fait, il faut que je l'avoue à ce micro. Je n'en ai pas. J'essaie d'en écrire depuis des années et à chaque fois, j'arrête. Mais il faut, enfin en tout cas certains trucs, tu vois. Alors pas la comédie musicale, quoique. Bizarrement. Mais non, en fait, le chant oui, le théâtre oui, juste la danse. En fait, j'ai 2 pieds gauches. Donc, alors dans notre troupe, tu as le droit de dire je veux vraiment pas danser. Ah ouais. Si jamais ça t'intéresse. Ouh, peut-être que j'ai trouvé ma troupe de comédie musicale. Non, vaut mieux pour tout le monde en fait que je danse pas. Ouais, je comprends. Non, mais c'est pas non plus mon fort. Si tu devais changer le monde, et c'est ma dernière question. Si tu devais changer le monde, tu ferais quoi ? C'est une belle question. Ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être de travailler sur un sujet de cohésion sociale. J'ai quelques petits, pas regrets, mais en tout cas, j'ai eu des frustrations dans ma vie autour de ce que je connaissais du monde. C'est bête à dire, mais... tu vois, il y a le capital économique, il y a aussi le capital culturel, il y a plein de choses, j'ai plein de personnes qui ont mené des travaux sur le sujet. Et j'aimerais bien réussir à faire en sorte que des personnes qui ont le talent de faire puissent faire juste des bons choix. Et tu vois, je ne veux même pas parler de moi, mais par exemple, lorsque j'ai fait mes choix post-bac, je ne savais pas que Polytechnique existait. C'est débile. J'allais pas faire Polytechnique. J'étais pas partie en cycle ingénieur dans mon esprit. Mais c'est un exemple pour dire, si on n'est pas conscient des choix qui s'ouvrent à soi, en fait, on n'y va pas. Et je le vois beaucoup en tout cas chez une partie de mes proches qui sont peut-être pas... qui n'ont pas baigné dans une culture où on leur montre tout ce qui est possible, où on leur montre la voie de l'excellence, etc. Mais en fait, on se met des barrières tout seul. Ouais, c'est sûr.
on n'y va pas, on ne sait pas ce qui existe en fait. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage. On ne se forge jamais seul. Non. Moi, je sais que j'ai dû beaucoup me démener, mais je ne me suis évidemment pas forgée seule. Mais j'ai découvert des choses en cours de route et que j'aurais aimé connaître avant. Et oui, si je pouvais avoir un impact sur ces sujets de cohésion, et je trouve que ça a derrière des impacts encore plus forts sur la société parce que c'est le fait d'avoir tu vois, une société à deux vitesses qui fait que on a des problèmes de violence, des problèmes sur les votes ensuite dans les urnes où on vote par contestation et plus pas pour construire. Donc en fait, ouais, si je pouvais avoir un impact là-dessus, je le ferais, mais je ne sais pas comment. Donc, déjà en parler, c'est un bon début. Ouais. Génial, waouh. Voilà. Merci beaucoup, Grèce, pour cet échange aujourd'hui. C'était très riche. Merci pour tout. Merci Jérémy, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. À bientôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.